Pour ce matin, très globalement, toute la matinée va être consacrée, j'allais dire, à l'esprit de la rénovation, à l'esprit de la réforme. Et cet après-midi, ici en plénière, on abordera les deux grands volets. Un volet sur toutes les composantes de la formation et puis un deuxième volet sur la certification. Donc voilà le menu très très copieux, peut-être boratif en tout cas de cette journée. J'espère que vous le dégusterez peut-être comme des sushis en prenant les choses qui vous intéressent ci et là. Il ne va pas être question ici de vous relire le référentiel. Je pense que vous l'avez tous lu. Donc on ne va pas passer trop de temps à repartir, à relire le référentiel ici. On va plutôt aller un peu à l'essentiel et aux questions qu'on se pose à partir de ce référentiel. Alors, première chose donc, que je peux faire effectivement sur la présentation de ce séminaire. Alors sur notre fameux BTS NDRC, bon, on a beaucoup été attaqué sur le nom. Pourquoi ? Parce que certes, c'est une forme française qui est à peu près incorrecte d'une certaine manière, parce que négociation et digitalisation de la relation client, on m'a dit au CSE ou ailleurs, mais c'est impropre. On ne voit pas négociation de la relation client. Enfin bon, il y a plein de choses comme ça qui sont arrivées, alors qu'on peut très bien faire des parenthèses négociation et la parenthèse digitalisation de la relation client. On aurait bien aimé appeler finalement ce BTS relation client aussi, d'une certaine manière. Là, ce sont des organisations professionnelles, pour ne pas les nommer celles de la grande distribution, qui nous ont dit « mais vous n'allez pas être les seuls dépositaires quand même de la relation client. Ailleurs et sur d'autres BTS, il y aura de la relation client, donc vous ne pouvez pas vous emparer de ce libellé de relation client ». Donc, ce que l'on a trouvé, effectivement, c'était de rajouter ce D parce que ça montre bien, et c'est la première chose qui me semble assez intéressante, ça montre bien qu'on est dans le 80-20. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que ce nouveau BTS NDRC, il y a un fort ancrage dans l'ancien BTS NRC à 80%. Donc il n'y a pas d'angoisse à avoir par rapport à... On n'a pas renversé la table avec ce nouveau BTS. Donc il est à 80% ancré dans l'ancien BTS. Donc tout ce qui faisait la richesse de NRC... Et je l'ai souvent dit, ça a été un bonheur pour moi parce qu'on avait à rénover un diplôme qui marche bien. Dans le système éducatif, c'est plutôt rare. Donc c'était aussi un peu passionnant de ce point de vue-là. Et puis il y a 20% qui, effectivement, vont être de la nouveauté, vont sans doute bouger certaines choses. Mais je crois que le premier message à dire, c'est ça, c'est qu'il y a un fort ancrage dans le BTS NRC, pour 80% et 20% effectivement. Donc sur cela, c'était important de se dire qu'effectivement, il y avait juste en termes de libellé ce petit D qui arrivait, digitalisation, donc on verra un petit peu ce que ça donne. Évolution mesurée, mais ambitieuse. C'est-à-dire qu'on n'y est pas allé non plus à reculons. À partir du moment où des professionnels nous ont dit, et qu'on l'a senti aussi, qu'il y avait tout un ensemble de métiers du web qui requéraient des compétences commerciales, et que ces métiers-là n'étaient pas couverts par des diplômes explicitement identifiés, etc., bien on a dit, banco, pourquoi ne pas intégrer effectivement ces métiers du web dans le futur BTS NDRC? C'est le pari qu'on a fait. On verra avec les premières promos, là où ils vont s'insérer, etc., voir ce que ça peut donner en termes d'insertion, en termes de réussite de parcours individuel. Mais je crois qu'il fallait pas, fallait franchir ce pas et puis de se dire, eh bien, on va couvrir tout un ensemble d'emplois qui n'étaient pas forcément couverts jusque-là et qui n'appartenaient pas forcément encore au champ du BTS NRC. Le 20%, c'est un petit peu ce qu'il y a, que j'ai listé ici. Ce sont des réseaux, c'est des termes comme data client que vous avez lu dans le référentiel, des termes comme digitalisation, évidemment. Et il y a ce terme d'écriture commerciale. Ça veut dire qu'en termes de compétences, en termes, là, pour le coup, c'est peut-être là qu'on renverse la table. Il va falloir exiger, si on travaille sur le web et sur les relations digitales où il y a beaucoup d'écrits, il va falloir travailler les compétences rédactionnelles, même si c'est un rédactionnel, j'allais dire, très ciblé et très professionnalisé, n'empêche que, finalement, les étudiants, ex-étudiants d'ANRC, il va falloir qu'ils progressent sur ces compétences rédactionnelles. Et c'est un enjeu, et vous le savez bien, c'est un enjeu non seulement pour nos BTS commerciaux, mais aussi pour tous les autres.
Le dernier point est, il y a eu en plus effectivement des 20%, il y a des choses nouvelles, mais il y a des petites choses un petit peu en moins, ou je dirais en atténuation. L'ancien BTS NRC faisait la part belle à la notion de projet. Vous le savez bien, il y avait une épreuve qui était sur le projet, et faisait la part belle aussi à la notion de management. Parce que quand on avait rénové NRC, les professionnels nous avaient dit, bah, ces jeunes peuvent très très vite avoir à prendre en charge des équipes commerciales. Quand on a auditionné cette année, enfin pour ce projet-là, les professionnels, ça a été beaucoup moins net. Ils nous ont dit c'est beaucoup moins évident, en tout cas c'est un peu plus difficile. Ça se fait dans certains secteurs, certes ça reste comme ça, mais c'est beaucoup moins net, ce qui fait que le management au sens prise en charge d'équipes collectives, hiérarchiques et autres, est beaucoup moins affirmé dans le référentiel. La notion de projet, là c'était une question de fond, c'est qu'on faisait faire finalement à des jeunes des projets dans des activités commerciales qui ne sont pas organisées la plupart du temps en projet. Si on avait des jeunes qui fassent de la communication ou qui font de l'architecture et autres, eh bien on sait qu'un architecte, il y a un projet par client en communication, il y a une agence qui fait un projet pour les annonceurs, etc. Donc eux, ils sont organisés professionnellement sur des projets. Or nous, bah oui, quand on va travailler dans une concession automobile et autres avec des clients qu'il faut prospecter, etc., cette notion de projet ne structurait pas le métier. Or, on l'avait, nous, mis en certification, ce qui fait que la plupart du temps, et il y a des enseignants qui nous l'ont dit aussi, c'était presque aux enseignants à essayer de tordre un peu le cou à la réalité professionnelle pour en faire un projet soutenu à l'examen, à la certification. On a pensé que c'était beaucoup d'efforts pour rien, et en tout cas, c'était un effort très scolaire d'une certaine manière. Pour autant, ces deux notions, projet et management, ne disparaissent pas à la fois de la formation, mais aussi, on verra implicitement, dans les certifications. Ça veut dire que la démarche de projet, engager des jeunes sur un projet, par exemple la création d'un site web, c'est un projet qui peut être fait. Ce n'est pas une structuration du métier de commercial là-dessus, mais en tout cas, on peut mobiliser des jeunes cognitivement sur des projets. Ça veut dire qu'il faut garder cette dynamique qu'on pouvait avoir, de réunir ensemble une équipe, de la mettre effectivement sur un objectif, avec des ressources, avec des échéances, etc. Il faut garder, j'allais dire, la pratique pédagogique du projet. Ça, c'est quelque chose d'important. Hein. Le management est toujours présent, et vous l'avez vu dans les savoirs qui sont dans le Chartin, il y a des blocs, le management est présent. Mais il est présent pour comprendre les contextes, pour comprendre les processus décisionnels, c'est-à-dire qu'on ait des commerciaux qui soient éclairés sur ce qui se passe dans leur organisation de travail. Donc le management est toujours très important en termes aussi d'enseignement. Il est moins important, encore une fois, dans l'organisation des équipes commerciales, etc., etc. Donc ça, c'est quelque chose qui, voilà, pour positionner un petit peu ça. Je vais très très vite, on a essayé de faire un référentiel lisible, cohérent, et finalement le plus simple à lire. Je le dis pourquoi? Parce que, vous le savez, en ce moment, nos diplômes de l'éducation nationale, j'allais dire la presse s'en fait l'écho, les médias s'en font l'écho, sont plutôt très discutés par les acteurs socio-économiques. La plupart du temps, ce qui se passe à travers les réformes de la formation professionnelle, de l'apprentissage et autres, on nous dit, vous faites des diplômes pour l'entre-soi, c'est compliqué à lire, vos référentiels, on n'y comprend rien. Il faut vraiment être enseignant en voie initiale scolaire pour y comprendre quelque chose, c'est lourd, etc., etc. Donc on est plutôt un petit peu, on a un contexte qui nous fragilise un petit peu sur nos diplômes, donc on a une obligation pour les rendre simples, lisibles, non seulement par nous, qui sommes des experts de nos diplômes de l'éducation nationale, mais aussi par tous les acteurs socio-économiques, par les acteurs de la formation continue, par les acteurs de l'apprentissage et autres. Donc ça, c'est assez fondamental sur l'exigence de lisibilité. Donc on a fait une 50aine de pages. Il n'y a pas si longtemps que ça, on s'amusait avec des référentiels qui dépassaient les 100 pages, 120 pages. Donc vous voyez que là, on a essayé d'être assez concis à ce moment-là. Vous l'avez vu, c'est finalement 3 blocs d'activité, bon, 26 compétences, et puis 3 épreuves. Et il y a la fameuse terminologie qu'on emploie maintenant, qui est courante, cette bijection, c'est-à-dire la grande cohérence qu'il y a depuis la description du métier, le début du référentiel, le RAP, comme on dit, en passant par les blocs de compétences et les épreuves. On a les mêmes noms,
pour désigner des blocs d'activités, des blocs de compétences et des épreuves. Auparavant, ce que nous disaient les professionnels, ils disent on comprend vos diplômes au début, le rap ça va à peu près, c'est après que ça se gâte. On croisait des compétences, on les mettait dans des tas d'épreuves, et puis au bout du compte, finalement, après on perdait effectivement notre latin dans ce genre de choses. Là, vous avez une bijection, un cilindrage parfait, rigoureux sur ces aspects-là. Autre point, c'est qu'on a fait une rénovation à moyens constants. Ce qui est dans le contexte actuel est plutôt bien, c'est-à-dire qu'on n'a pas eu de moyens supplémentaires. En tout cas, il n'y a pas de réduction. Quand je parle de moyens, ce sont bien sûr les heures dans les services, les services de professeurs d'économie, gestion et autres. Donc on a fait très attention effectivement à être sur un volume global d'heures enseignants, d'heures élèves qui soit à peu près équilibré. Un autre équilibre, c'est entre la partie générale et la partie professionnelle. Là, pour le voir, vous voyez, on a les coefficients, bon, qui montrent effectivement la répartition 9-12 entre des coefficients généraux et des coefficients, on va dire, sur les blocs professionnels. On a un équilibre de cours TD aussi qui est à peu près respecté, qui a été un petit peu modulé, mais qui est à peu près respecté. On est à 17 heures de cours et 12 heures de TD. Avant, on était à 19 heures de cours, 11 heures de TD. Donc, il y a une petite accentuation sur le travail en petits groupes, etc. Les nouveautés, vous les connaissez, des nouveautés qui sont transverses à tous les BTS tertiaires, c'est qu'on a revu les enseignements d'économie, droit et management. Donc on est passé à un enseignement de culture économique, juridique et managériale. Et puis on verra un peu plus tard, on en reparlera de tout cela. Et puis on a inséré ce qu'on a appelé des ateliers de professionnalisation, qui, là aussi, dans leur contenu, vont changer dans les pratiques, mais en tout cas, dans l'espace horaire, il n'y a pas grand changement par rapport à ce que vous connaissiez parfois dans vos organisations. Des principes de mise en œuvre auxquels on tient dans ce référentiel. À tout moment, et en tout cas aujourd'hui, et il faudrait le relayer dans vos formations, il faut rendre les équipes autonomes. Ça veut dire qu'il faut... pas les abandonner évidemment, mais ce sont elles qui ont la main dans leur établissement pour organiser les choses, pour décider un ensemble de choses, même s'il y a des orientations évidemment. Mais on n'a pas voulu faire dans un référentiel de la prescription. On ne va pas aujourd'hui vous dire c'est comme ça qu'il faut organiser votre équipe pour enseigner en BTS NDRC. On va vous dire qu'il y a des possibilités, il y a des critères de choix, des arguments à prendre, des questions à se poser, mais on ne va pas être prescriptif. Pourquoi ? Parce qu'il y a trop de diversité dans les compétences, dans les établissements, pour que nous, on puisse se sentir légitime pour dire on veut une seule tête, un seul mode de formation dans toute la France qui soit comme ça. Donc, vous allez avoir des repères, vous allez avoir des questionnements, vous allez avoir des choses comme ça, mais vous le savez très très bien, chaque établissement est différent, chaque équipe est différente. Que l'on ait des axes en tête qu'on va développer aujourd'hui, c'est une chose. Mais à partir de là, il faut que chacun puisse décliner localement ce qu'il faut dans le projet d'organisation. Deuxième point, il faut le dire, ces rénovations, mais comme d'autres, et en particulier celle-là, elle ne peut pas se faire sans un collectif de profs, sans une équipe d'enseignants. Toutes les rénovations qui se mettent en route maintenant, on le sait, ça n'est plus possible qu'un enseignant se dise « je prends dans le référentiel ce qui va me concerner et puis je pars dans ma classe et c'est parti, je vais faire ma progression, mes cours, etc. etc. » Ça n'est plus possible, ça. Ça n'est plus possible. Dans les constructions et dans les organisations qu'on va avoir, le collectif est impératif. Je ne parle pas d'équipe parce qu'on sait qu'il y a des collectifs qui sont plus ou moins difficiles. On ne demande pas à ce que tout le monde parte en vacances sans arrêt ensemble. Et voilà, c'est pas tout à fait le monde des bisounours aussi qu'on peut avoir derrière. Mais en tout cas, que des gens aient au minimum à échanger sur un certain nombre de choses, et en particulier dans l'organisation de la formation. C'est impératif. Donc on ne peut pas éviter ça. Il va y avoir un gros travail, enfin un travail d'ingénierie de la part des équipes dans les établissements. Je parle d'ingénierie au sens où, bien sûr qu'il y a un travail pour se dire, allez, sur les contenus, comment on doit évoluer, comment on va construire nos séquences, nos progressions, comment on va ça, mais c'est surtout de l'organisation de la formation qu'il va falloir mettre en place. Pour l'instant, si vous voulez, quand on avait des référentiels assez prescriptifs
bah, finalement l'organisation de la formation ou les guides d'accompagnement pédagogique nous donnaient l'organisation, et nous, enseignants, bah, on investissait tout de suite nos cours, nos pratiques, etc. Là, il y a quand même une phase assez importante de se dire, bon allez, il y a ce référentiel, il y a nous, avec nos compétences, il y a nos moyens matériels, nos moyens humains qui sont dans l'établissement. Comment on doit organiser un peu tout ça ensemble? Comment on doit agencer tout ça? Donc la partie ingénierie va être une étape assez importante dans la mise en place de ce BTS NDRC. Et c'est peut-être la première étape que les équipes devront traverser, que chaque équipe dans chaque établissement devra traverser. Comment on s'organise? On verra un peu plus loin ce que ça peut donner. Quatrième point, il faut aussi se calmer un petit peu sur les temporalités. C'est-à-dire que, à la rentrée, vous n'allez pas être immédiatement opérationnel sur une formation à 400% au top. On connaît toute la digitalisation, ça y est, on est organisé, c'est tip-top, etc. On sait très bien que des rénovations, il faut 2 à 3 ans avant qu'elles se mettent vraiment, qu'elles produisent, j'allais dire, tous les effets bénéfiques. Ça ne veut pas dire pour autant qu'on sacrifie, bien évidemment, des générations d'étudiants, mais du point de vue des professionnels que vous êtes, du point de vue des professionnels que sont les enseignants, et de ça dans n'importe quel métier, quand on bouscule quand même les métiers comme ça se fait à travers les rénovations, on attend toujours 2 à 3 ans avant que chacun ait une expertise qui soit au niveau des ambitions. Donc on demande à chacun de se détendre un petit peu. Vous le verrez, et les collègues vont en parler très très bien au niveau de la digitalisation. Il y a déjà, je vous ai parlé des 80%, il y a déjà beaucoup à faire de ce qu'on savait faire avant dans les cours, c'est-à-dire faire prendre conscience à ces jeunes de leur capacité relationnelle, de leur confiance en soi, de la communication, de l'argumentation, de plein de choses comme ça qui faisaient le sel de NRC et qui doit continuer de faire le sel de NDRC. Donc il y a tout un travail qui est fait là-dessus. La digitalisation, on peut y aller, et vous le verrez, on peut y aller progressivement. On ne va pas tout de suite avoir des étudiants hyper connectés qui vont se promener dans l'établissement avec des tablettes, des smartphones, etc., etc. Il y a un travail qui va être progressif, professionnalisé, etc. Donc, temporalité, progressivité, ça ne veut pas dire aussi, à l'inverse, on a 10 ans pour s'y mettre. Hein. Parce qu'il faut faire un petit peu attention, vous savez, quand on se donne suffisamment de temps, on se fossilise aussi, finalement ça marche comme ça. On va pas écrire à nouveau la page blanche de notre roman professionnel parce que finalement ce que j'avais écrit là me satisfait bien comme ça. Donc une temporalité, je pense, à 2-3 ans, qui me semble être une maturité nécessaire pour que chaque section ait trouvé effectivement sa voie, son rythme de croisière. Il va y avoir une évolution des pratiques. Enfin, on va vous donner des repères, plus qu'évoluer, enrichir peut-être les pratiques. Il y aura des interventions, on va donner des interventions. Grosso modo, ça sera le réinvestissement des apports, allez, on va dire schématiquement, on va lâcher les gros mots, de la didactique professionnelle dans nos pratiques professionnelles. Qu'est-ce que ça a comme conséquence en termes d'alternance, en termes de travail sur les situations professionnelles, de l'expérience des jeunes, etc. Donc on va profiter de cette rénovation pour se donner un petit coup d'accélérateur, un petit coup de fouet en termes de pratiques pédagogiques. Et c'est peut-être ça qui est assez intéressant aussi dans les rénovations, c'est de bouger un petit peu ces pratiques à ce moment-là. Le dernier point, ce sont les équipements dans le principe de mise en œuvre. Certains inspecteurs, certaines académies me disent Monsieur l'inspecteur général, je voudrais avoir le guide d'équipement complet de chaque section. Comme si j'allais faire ma commande Amazon avec mes PC, mais voilà, je voudrais 12 tablettes, je voudrais, etc. etc. Vous savez que l'inspection générale ne le fait plus, parce que d'abord, on s'est fait taper dessus, et c'est normal, par les régions qui financent quand même. Donc quand un inspecteur général dit je voudrais ça, je voudrais ça, je voudrais ça, derrière il y a un budget qui est un budget régional qui va financer ça, et souvent il n'y avait pas de concertation non plus qui se fasse là-dessus. Donc c'est quelque chose là encore qui va se décliner, je veux dire académie par académie. Donc sur les équipements, on ne va pas avoir de consignes très très fortes là-dessus. Mais il va y avoir des pistes aujourd'hui pour vous dire, ok, je vois à peu près ce qu'on peut avoir comme besoin en termes d'équipement. Le deuxième point qu'il y a derrière les équipements, et ça c'est une posture personnelle que j'ai dans les rénovations, je ne me sens pas légitime à conseiller des équipements si derrière on n'a pas réfléchi à la pédagogie et au contenu. C'est pas possible.
Aujourd'hui, j'aimerais vous dire, allez, il faut équiper de tablettes les sections, sauf que, vous le verrez, avec l'équipe, didactiquement, on n'a pas encore assez travaillé la mobilité, les compétences de mobilité commerciale. On n'a pas suffisamment réfléchi encore à ça pour dire, voilà, la tablette, ça peut aller, mais derrière, il y a des scénarios pédagogiques de mobilité qui vont avec la tablette. Parce que si on conseille de l'équipement sans avoir réfléchi à ce qui va nourrir ces équipements, vous avez fait l'expérience des quick business qui étaient dans les cartons, qui sont restés dans les cartons, etc., etc. Et dont acte parce que j'étais dans la précédente rénovation. Là, c'était une erreur fondamentale que d'aller sur des équipements et que derrière, vous ne soyez pas équipés, pour le coup, pédagogiquement, didactiquement, pour dire mais qu'est-ce qu'on en fait de tout ça. Par contre, aujourd'hui, sur certains points, et pas mal de points de la digitalisation, on a travaillé. Le groupe a travaillé avec des contenus, avec de l'alimentation, sur des applications, sur des tas de choses qui vont vous être présentées aujourd'hui. Donc la partie digitalisation, on va dire action, sur des sites web, pour faire générique pour l'instant, ça a été travaillé. On a pensé que c'était la première brique qu'il fallait travailler, c'était notre priorité. La mobilité, on la retravaillera sans doute pour la deuxième année ou après, mais on ne va pas la travailler tout de suite. Donc vous allez avoir des propositions sur la partie digitalisation. Là, il y a des choses concrètes qui vont se mettre en place. Encore une fois, donc tout ce qui est effectivement très mobilité, tablette et autres, tant mieux si vous en avez, et tant mieux si vous pouvez inventer aussi vos propres contenus. Mais nous, de nos points de vue national, on ne pouvait pas s'engager, bien évidemment, à conseiller ce type d'équipement. De l'accompagnement et de la mise en œuvre, on a créé donc plusieurs espaces qui vont pouvoir vous aider dans cet accompagnement. D'abord, on a la chance et on a un modèle qui va être fondé sur les communautés. Et je pense qu'un BTS qui inclut le mot digitalisation dans son nom, dans son appellation, entre nous, c'est le premier diplôme de l'éducation nationale qui marque explicitement digitalisation dans son titre. Il y en aura sans doute d'autres pour la suite, mais en tout cas, c'est cela. On crée des communautés. Alors, il va y avoir des communautés des référents digitaux là, qui sont présents ici. Donc, eux, ils vont être en communauté, ils vont évoluer, ils vont monter en compétences dans cette communauté. Mais vous savez qu'il y a ce fameux réseau pédagogique enseignant qu'on appelle Via-Éduc. Alors, bien sûr, il souffre d'un manque peut-être sur certaines fonctionnalités, c'est peut-être un peu plus lourd, etc. Mais en tout cas, et d'ailleurs, il va évoluer, parce que c'est créé donc par Canopé, c'est Canopé qui gère ce réseau Via-Éduc. Les développeurs de Canopé sur Via-Éduc m'ont dit qu'ils allaient évoluer un petit peu dans les fonctionnalités, donc c'est quelque chose qui va évoluer. Vous savez qu'on a déjà créé une communauté NDRC, elle existe. Combien de membres à la communauté ? 380 déjà, en un temps assez record. 380 membres qui ont commencé d'échanger, j'allais dire depuis 1 mois et demi à peu près, avec énormément, d'ailleurs sur les échanges, de documentation sur la digitalisation. Et plein de choses plus intéressantes les unes que les autres. De temps en temps, j'en ouvre une, mais c'est vrai que c'est très dur de suivre. Mais en tout cas, il y a un foisonnement de production de ressources. Et donc, cette communauté existe. Et il faut, à mon avis, inciter d'abord tous les collègues que vous allez avoir dans les académies. Il faut les inciter à rejoindre cette communauté NDRC. C'est très simple, une inscription par Via-Éduc. Je crois qu'il faut une adresse académique, me semble-t-il. Je parle sous votre contrôle sur Via-Éduc. Oui. Voilà, il faut une adresse académique, mais bon, ça fait partie de la professionnalisation. Il y a un site ressources qui est le site, le centre de ressources mercatique. Maintenant, il y a TL Transport Logistique de Nancy-Metz, c'est notre ancien site du CRM V, je crois qu'on l'appelait comme ça il y a quelques temps, où là, il y aura des documents un peu institutionnels, des documents officiels. Vous allez avoir les actes du séminaire, c'est-à-dire tous nos diaporamas, tous les conducteurs des diaporamas et qui vont être publiés sur ce site. Les vidéos, alors on verra le dispositif et je vous informerai de savoir où sont accessibles les vidéos du séminaire parce que le site du CRM n'est pas tellement équipé pour avoir de la vidéo, donc on va peut-être utiliser Canal U. Enfin, vous aurez les liens pour accéder aux vidéos là-dessus. Il y a également, dans les moyens de formation, il y a des parcours magistères. Donc, on va en présenter quelques-uns là tout à l'heure. Il y a des parcours magistères qui sont faits pour les enseignants. C'est-à-dire, on suit un parcours, on se forme aussi en suivant ces étapes de parcours. Vous allez avoir des présentations très concrètes
par Éric Jullian tout à l'heure, de ces parcours magistères. Voilà donc pour cet accompagnement, c'est de l'accompagnement dans des communautés où on produit des échanges, où on produit des ressources, où on va ranger aussi les ressources, où on va organiser un peu tout cela. Il va par exemple y avoir des sous-communautés. Il va y avoir des sous-communautés sur CEJM, par exemple. Voilà, culture économique, juridique et managériale. Il faut créer de la communauté aussi autour de ça. Ce sont les nouveaux modes, si vous voulez, je dirais de production de ressources. Et très personnellement, moi j'aime autant avoir de temps en temps des notifications de ressources qui viennent d'être publiées sur mon smartphone, plutôt que de me dire tous les jours à telle heure, je vais aller sur le site pour voir quelles sont les ressources qui sont publiées. Et le principe des communautés, c'est ça, c'est que vous atteignez les gens par des notifications, on le verra tout à l'heure de manière peut-être plus nette, par des notifications, et puis après, en fonction de ce que je veux faire, j'y vais ou j'y vais pas, et je produis ou je produis pas. Sur ces communautés, vous qui êtes formateurs, incitez vos collègues à produire, qu'ils ne soient pas simplement consommateurs de communautés. Ça veut dire ils ont des idées, ils ont mis en place quelque chose dans leur section, il n'y a plus de complexe à avoir. On n'a pas les stars qui savent faire des séquences pédagogiques pour NDRC et puis les autres. Il y a celui qui a eu la petite idée dans son cours ou dans son TD ou dans son atelier de professionnalisation. Tiens, je vais créer un petit module comme ça, je le mets à la disposition de la communauté. Il faut qu'il y ait ce réflexe de production. Et vous savez que sur les réseaux, ceux qui existent sont ceux qui publient. Ce n'est pas ceux qui consomment les réseaux, ce sont ceux qui publient. Donc il faut demander à vos collègues, même si on n'est pas tous des digital natives, mais il faut qu'on soit suffisamment décomplexé pour dire moi il y a ça que je produis et que je publie sur la communauté. Les gens prennent pas, c'est pas la question, mais en tout cas moi j'existe dans mon métier en publiant tout ça. Et c'est important, et je le dis aussi aux collègues inspecteurs, et ils le savent déjà, que le regard qu'on a sur les enseignants dans l'évaluation enseignante, elle doit aussi intégrer toutes ces actions enseignantes au sein des communautés et au sein des groupes. C'est un angle extrêmement intéressant. Ce n'est pas simplement l'enseignant dans la classe, mais c'est aussi l'enseignant qui existe dans des communautés professionnelles, des communautés d'appartenance. Et c'est assez fondamental de pouvoir un peu observer tout ça. J'en ai terminé pour cette première partie consacrée donc à la présentation. On va passer maintenant, pendant 1h15, on va parler de digitalisation. J'ai tenu à ce qu'on soit en plénière pour parler de ça. Bien sûr, les référents digitaux vont aussi en parler après. Mais en tout cas, on va essayer de passer maintenant 1h15 sur la digitalisation. Vous allez avoir Patrick Roussel, qui est enseignant à l'ENC, qui va vous faire une présentation, on va dire, grosso modo, des enjeux de la digitalisation, de tout ce qu'il peut y avoir derrière en termes d'enjeux. En deuxième point, vous allez avoir Patrick Feignet, qui est ici présent, qui va nous parler d'une plateforme de formation à la digitalisation que l'équipe a conçue, a ajustée, ce qui fait qu'on va pouvoir démarrer cette rénovation avec un produit, avec une offre de plateforme de digitalisation, qui va être tout de suite accessible et autres aux collègues, mais Patrick vous en parlera un peu plus tard. Une forme de kit, si vous voulez, de formation pour les premières formations sur la digitalisation. Et puis en troisième temps, Éric Jullian a développé des parcours magistères. Il va vous les présenter rapidement. Donc voilà tout ce qu'on peut voir un peu dessus.